Permettez-moi de commencer mon intervention par remercier l'organisateur de ce colloque. Chers collègues, quelle riche idée, en ces temps où l'adaptation et l'imagination sont de mise, de réunir virtuellement praticiens et universitaires autour d'un sujet aussi fécond que la technique contractuelle. S'il est bien une clause qui est le produit de cette technique, c'est la clause dite de style, imaginée initialement par les rédacteurs de contrats. Lorsqu'il m'a été proposé de participer à ce colloque, j'ai choisi de m'intéresser à la clause de style, tant celle-ci me paraît intrigante. L'intérêt qu'elle suscite me semble tenir, si ce n'est à une sorte de contradiction, au moins à un constat déconcertant. Lorsque l'on compare plusieurs contrats d'une même nature, prenons par exemple 2 contrats de vente immobilière d'une trentaine de pages, ou encore 2 contrats de même nature conclus sous seing privé après avoir été proposés par un contractant et acceptés par l'autre qui a déclaré avoir lu et accepté les conditions générales. On ne peut s'empêcher de constater que de nombreuses clauses sont identiques. Cette similarité révèle-t-elle des clauses de style ? Assurément. Le phénomène est bien sûr le résultat de l'utilisation de logiciels de rédaction ainsi que de formules et contratypes pré-remplis susceptibles de multiplier les stipulations pouvant être qualifiées de clauses de style. Celles-ci reflètent-elles toutes l'exacte volonté des parties qui parfois n'ont pas pris connaissance de la totalité du document contractuel ? Le constat est d'autant plus troublant que l'on sait, ou on ignore justement, que le régime des clauses de style est incertain. La clause de style est-elle d'ailleurs une notion juridique ? Le fait que la clause ne soit qu'une reproduction d'une stipulation antérieurement rédigée en limite-t-elle sa valeur juridique ou à l'inverse la renforce-t-elle ? Le trouble provient de l'impression qui ressort de certaines décisions selon laquelle la clause de style est invoquée comme une sorte d'argument de style pour justifier son éviction. Certains juges écartent ainsi l'application d'une clause d'un contrat au motif qu'il s'agit, je cite, d'une clause de style dépourvue de valeur juridique. Ou à l'inverse, refusent son éviction au motif qu'il ne s'agit pas d'une simple clause de style. L'argument ne manquera pas de surgir dans le débat actuel relatif à l'interprétation des clauses d'exclusion insérées dans les contrats d'assurance souscrits par les restaurateurs et autres professionnels qui souhaiteraient être indemnisés de leur perte d'exploitation liée à la Covid-19. Alors est-ce à dire que la clause de style a une valeur juridique moins contraignante qu'une stipulation spécialement rédigée pour un contrat ? Dans un tel cas, quel serait l'intérêt d'insérer une clause dépourvue de valeur juridique, si ce n'est pour le style ? En vérité, le recours à la clause de style rend mal à l'aise, tant ses contours et sa portée interrogent. Dans une note d'arrêt publiée en 1928, Voirin avait déjà exprimé son scepticisme quant à la clause de style en ces termes. Je cite donc, « De toutes les notions juridiques, la clause de style est peut-être la plus fuyante, et l'on peut douter qu'une vertu propre s'y attache pour l'interprétation des actes juridiques. » Ce colloque virtuel est l'occasion de faire le point sur cette stipulation si courante, mais en même temps si nébuleuse. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'apporter des précisions, en premier lieu en établissant un état des lieux de la manière dont la clause de style est appréhendée par le droit positif, et en second lieu, en proposant quelques éléments d'analyse. En premier lieu donc, s'agissant de cet état des lieux, de la manière dont la clause de style est appréhendée, il est inutile de rechercher dans la loi pour en trouver une définition. Et pour cause, le législateur n'y fait jamais référence. Lorsque l'on effectue une recherche sur Légifrance, avec l'occurrence clause de style, et que l'on en limite le domaine aux codes et autres textes législatifs et réglementaires non codifiés, il en ressort un résultat nul. Le législateur utilise plutôt, et ce de manière de plus en plus courante d'ailleurs, la notion de clause type ou de contrat-type, proposée, voire imposée par le pouvoir législatif ou réglementaire qui en assure ainsi la valeur juridique. Ces contrats ou clauses type ne soulèvent pas les mêmes difficultés que la clause de style. La même recherche sur Légifrance, mais en étendant son domaine à la jurisprudence, en se limitant toutefois à la jurisprudence judiciaire, présente, c'est le moins que l'on puisse dire, davantage de résultats. Pour une recherche effectuée il y a quelques jours, on en a dénombré 353. Alors, la clause de style est une notion issue de la pratique et qui est utilisée par les juges. Le problème est qu'à la lecture de quelques-uns des résultats évoqués, on s'aperçoit très vite que s'ils utilisent la notion de clause de style, notamment pour en écarter son application, les juges se gardent bien d'en préciser une définition. Leur embarras face à cette notion apparaît d'ailleurs clairement à travers les arrêts rendus par la Cour de cassation qui, lorsque l'expression clause de style apparaît dans les motifs de l'arrêt, et non seulement dans le moyen annexé, la Cour de cassation y fait référence sous couvert du pouvoir souverain des juges du fond.
Elle approuve ainsi la Cour d'appel d'avoir qualifié la stipulation litigieuse de clause de style et d'en avoir tiré telle ou telle conséquence. L'expression clause de style est même parfois reprise entre guillemets dans les motifs de l'arrêt de rejet. Alors, à la lecture des décisions utilisant cette notion, deux approches de la clause de style semblent avoir cours en droit positif. Selon une première acception, la notion de clause de style fait écho à la simple idée de répétition. La clause de style est celle qui est reproduite à l'identique dans de multiples actes de même nature et qui, avec le temps, devient usuelle. Plusieurs critères sont en effet mis en avant par les juges. Plusieurs critères sont mis en avant par les juges pour qualifier une stipulation de clause de style ainsi entendue. Ils peuvent tout d'abord consulter d'autres actes de même nature rédigés par le même rédacteur. Je songe à une décision dans laquelle la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir, pour interpréter une clause statutaire limitative des pouvoirs du gérant d'un GFA, donc la Cour d'appel, d'avoir relevé que cette clause constituait une clause de style au motif qu'elle figurait dans d'autres statuts du GFA rédigés par le même office notarial. Il s'agissait d'un arrêt de 2018. Le caractère général de la clause constitue également un indice en faveur de la qualification d'une clause de style. Une clause passe-partout, rédigée en des termes généraux non adaptés à la situation concrète des parties, risquera en effet d'être qualifiée de clause de style. Il en a été jugé ainsi, par exemple, à propos d'une clause prévoyant le recours préalable à un conciliateur, au motif qu'elle était rédigée de manière elliptique en termes très généraux. La clause prévoyait en effet, sans autre précision, je cite la clause, qu'en cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire de soumettre leurs différends au conciliateur qui sera mentionné par le président de la Chambre des notaires. Enfin, la localisation de la clause dans l'instrumentum constitue un autre critère de qualification. Une clause de style a sans doute davantage vocation à être insérée dans les conditions générales que dans les conditions particulières. Si ce dernier critère revêt une certaine pertinence, son importance ne doit toutefois pas être exagérée. On peut en effet relever des décisions dans lesquelles une clause rédigée de manière apparente parce que suivie de la mention manuscrite, mais de style lui est approuvée, a été qualifiée de clause de style. Alors, synonyme de clause usuelle selon cette première acception, la clause de style se voit reconnaître une pleine force obligatoire. Dans des arrêts un peu anciens, la Cour de cassation a expressément jugé que toute clause d'un contrat, quoiqu'usuel ou de style, n'en produit pas moins son effet normal. Dans d'autres arrêts plus récents, la Cour de cassation censure des décisions au terme desquelles les juges du fond refusent d'appliquer une clause au seul motif qu'il s'agit d'une clause de style. La solution se justifie parfaitement d'un premier abord. On ne voit pas en quoi le caractère courant d'une stipulation devrait en amoindrir sa force obligatoire. Bien au contraire, on peut même considérer que l'emploi généralisé de la stipulation démontre, s'il en est besoin, son utilité majeure et en assoit sa valeur. En outre, la qualification de clause de style impliquera parfois qu'elle a été insérée par un professionnel du droit, notaire, avocat ou autre, chargé précisément de s'assurer que les stipulations contractuelles traduisent la volonté des parties. Alors pour autant, à bien y réfléchir, le caractère usuel d'une stipulation peut à l'inverse desservir sa valeur juridique. Insérée par habitude, parce qu'elle correspond à une pratique répandue, parfois par commodité et souci de célérité, voire par inadvertance. Rien ne garantit finalement que la clause de style reflète véritablement la volonté des parties. Et c'est d'ailleurs, j'ai évoqué deux approches, c'est d'ailleurs dans ce second sens que les juges utilisent souvent la notion de clause de style. Comprise comme une clause reproduite machinalement dans l'acte, sans que les parties aient prêté une réelle attention ou en aient compris le sens, la clause de style serait celle qui n'a pas été véritablement voulue par les parties. Ainsi entendu, la notion de clause de style est employée comme un dépréciatif par les juges qui en écartent donc son application. Alors il ne faut toutefois pas s'y tromper. La qualification de clause de style est un leurre en ce que, à elle seule, je vais y revenir, elle ne justifie pas l'éviction de la stipulation. Ainsi que l'a légitimement relevé un auteur, c'est parce qu'une clause est non acceptée qu'elle est dite de style par les juges, et non parce qu'elle est usuelle et donc de style, qu'elle sera supposée non acceptée. Et l'auteur de poursuivre,
Ce qui revient à vider de son intérêt cette qualification, puisque le caractère courant de la clause n'est pas de nature à lui seul à établir le défaut d'acceptation de celle-ci. Seule la preuve d'un défaut de consentement spécifique permettra de stigmatiser la clause comme étant de style. Donc, seule la preuve d'un défaut de consentement spécifique permettra de stigmatiser la clause comme étant de style pour l'écarter. Cette qualification n'ajoute en rien. Alors, cette remarque nous amène à formuler, en second lieu, quelques éléments d'analyse sur la clause de style. On l'a compris, l'utilité de la qualification de clause de style est contestée par une partie de la doctrine. Quel que soit le sens retenu, aucune conséquence quant à la valeur juridique ne peut être déduite de sa qualification. Entendue comme une stipulation usuelle, la clause de style ne correspond, selon certains, qu'à une expression descriptive visant à montrer l'emploi généralisé d'une stipulation dans la pratique contractuelle, et à laquelle aucune règle de droit n'y est spécialement attachée. Comprise comme une clause non voulue par les parties, la clause de style est une qualification dépourvue d'intérêt, puisque son éviction provient du fait qu'elle n'a pas été acceptée et non du fait qu'il s'agit d'une clause de style, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, il nous semble que la qualification de clause de style présente tout de même un certain intérêt. Si elle n'entraîne certes pas, à elle seule, son éviction, la qualification de clause de style rend la stipulation suspecte et autorise son interprétation par les juges. Tel semble être l'intérêt de la notion de clause de style. Autoriser et guider les juges du fond à interpréter le contrat sans craindre une censure par la Cour de cassation pour dénaturation d'une clause claire et précise. On sait que l'interprétation d'une clause se conçoit lorsque cette dernière est ambiguë, obscure ou apparaît en contradiction avec une autre stipulation, ce qui nécessite d'en préciser le sens. La règle a été reprise par la réforme du droit des contrats à l'article 1192 du Code civil qui dispose « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Ce qui est clair ne s'interprète pas au risque de porter atteinte à la force obligatoire du contrat. » Or, la clause de style est bien souvent rédigée très clairement, voire précisément, de sorte que le sens à lui donner ne souffre d'aucun doute. Aucune interprétation aboutissant à son éviction ne devrait donc être possible. Alors, il n'en demeure pas moins que le juge doit s'assurer que toutes les clauses qui figurent dans le contrat, même les plus limpides, reflètent bien la volonté réelle des parties. Le fait qu'une stipulation n'ait pas été rédigée, négociée par les parties, ni taillée sur mesure pour répondre exactement à leurs besoins spécifiques, n'implique pas automatiquement qu'elle ne traduit pas leur commune intention. Mais le risque qu'implique la qualification de clause de style, qu'elle ait été insérée par routine, institue un doute quant à sa conformité à la volonté réelle des parties. Si doute il y a, il ne suffira pas à écarter la stipulation. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence que la clause de style sera dépourvue de valeur juridique uniquement dans deux hypothèses. Soit lorsqu'elle est contraire à la volonté réelle des parties, soit lorsqu'elle contredit la réalité factuelle. Dans les deux cas, la difficulté réside dans la preuve de la contradiction entre, d'une part, une clause certes de style, mais claire voire précise, et d'autre part, les deux hypothèses, l'intention réelle des parties ou la situation factuelle. Alors, s'agissant de la première hypothèse, l'éviction de la clause de style contraire à la volonté réelle des parties. Les juges utilisent plusieurs critères permettant de caractériser cette contradiction. Le principal tient à la contradiction entre la clause de style et d'autres stipulations. Les juges ont en effet tendance à écarter l'application de la clause de style lorsqu'elle est contredite par une autre clause insérée dans le contrat, notamment lorsque cette dernière figure au sein des conditions particulières ou lorsqu'elle a fait l'objet d'une rédaction individualisée ou d'une négociation, censée traduire plus fidèlement la volonté des parties. Pour évincer la clause de style, les juges n'hésitent pas en outre à rechercher la réelle intention des parties dans des courriers ou documents échangés par elles, voire dans leur comportement lors de l'exécution du contrat qui apparaîtra en contradiction avec la clause de style. Alors certaines décisions révèlent parfois des critères accessoires. Ainsi, le fait que la clause de style contienne des erreurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres actes de même nature régularisés par le même rédacteur, a été avancé pour justifier l'interprétation non littérale d'une clause de style, ceci démontrant le fait que la stipulation a été reproduite dans l'acte sans y avoir prêté une réelle attention.
Alors, ces critères font finalement écho aux directives d'interprétation des contrats prévues par le Code civil. Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ces termes. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé. Même si bien sûr, clause de style et contrat d'adhésion renvoient à deux notions différentes, celles-ci procèdent tout de même de la même idée selon laquelle on ignore si au moins une des parties a véritablement voulu les clauses non négociables ou les clauses de style. Quoi qu'il en soit, à défaut de déceler la réelle intention des parties, l'article 1188 alinéa 2 prévoit que le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, ce qui va inciter le juge à s'en remettre à la clause de style dès lors qu'elle est claire et précise. Alors la deuxième hypothèse d'éviction de la clause de style, lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la réalité factuelle, concerne des clauses qui constatent un fait dont il est établi qu'il ne correspond pas à la réalité factuelle. Il est ici fait référence à toutes ces clauses de déclaration ou de constatation par lesquelles les parties reconnaissent avoir reçu telle ou telle information ou tel document. Par une mention dans l'acte, les parties reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales, contenant elles-mêmes des clauses de style qui vont se trouver ainsi opposables. Elles reconnaissent avoir reçu le bordereau de rétractation. Ou encore, les parties reconnaissent que l'acte a été précédé d'un projet à partir duquel elles ont pu formuler toute observation préalable. Autrement dit, elles reconnaissent que le contrat est négocié et qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion. Alors, ces clauses de style ne produiront pas l'effet attendu s'il est prouvé qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Cela ne pose pas de difficulté lorsque la contradiction entre la stipulation et la réalité est établie avec certitude. Cette exclusion n'est d'ailleurs pas propre à la qualification de clause de style. Les parties ne sauraient, même par une clause expresse et réellement négociée, s'entendre pour déformer conventionnellement la réalité. La difficulté prend toute son ampleur lorsque la clause constate la bonne exécution d'une obligation et que la preuve contraire n'est pas évidente. La vraie question, quant à la valeur juridique à attribuer à la clause de style, est de savoir si cette clause de constatation suffit, lorsqu'elle est de style, à prouver la réalité de l'exécution. Cette problématique se trouve illustrée par l'obligation d'information qui donne lieu à un important et récent contentieux. On sait que pendant longtemps, la charge de la preuve du manquement à l'obligation d'information incombait au créancier qui devait prouver qu'il n'avait pas reçu l'information. Face à la difficulté en pratique de prouver un fait négatif, ne pas avoir reçu l'information, la Cour de cassation a modifié sa position en retenant que c'est désormais celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information qui doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Alors afin de se ménager une telle preuve, certains professionnels ont pris l'habitude d'insérer dans leur contrat une clause devenue de style selon laquelle le co-contractant reconnaît avoir obtenu telle ou telle information ou avoir reçu tel ou tel document constatant l'information à transmettre. Alors la présence de cette clause dans le contrat signé par les parties suffit-elle à prouver la bonne transmission de l'information ou du document litigieux ? La force obligatoire attachée à toute stipulation contractuelle, dont la clause de style, devrait conduire les juges à appliquer une telle stipulation en reconnaissant, si ce n'est qu'elle établit la vérité avec certitude, au moins qu'elle constitue une présomption de vérité. La Cour de cassation s'est déjà laissée convaincre par l'argument et a ainsi jugé que la clause par laquelle l'assuré reconnaît avoir pris connaissance et être resté en possession de la notice d'assurance remise avec l'offre de prêt suffisait à rapporter la preuve de la remise effective de la dite notice. Il a de même été jugé, à propos d'un crédit à la consommation, que la reconnaissance écrite par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci. À charge, bien sûr, pour l'emprunteur de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou à défaut de son caractère irrégulier. Ces décisions ne sont cependant pas les plus significatives. L'analyse de la jurisprudence révèle en effet une tendance inverse, selon laquelle les juges se méfient
de ces clauses qui constatent un fait dont rien n'atteste qu'il ait vraiment eu lieu. D'autres décisions, plus nombreuses, écartent en effet l'application de ces clauses au motif que, constituant des clauses de style, elles instituent un doute quant à la réalité de la déclaration. Alors, le danger, lorsqu'il s'agit de constater la bonne exécution de l'obligation d'information, est que ces stipulations renversent trop facilement la charge de la preuve au détriment du créancier de l'obligation d'information qui, de nouveau, doit rapporter la preuve d'un fait négatif, qui plus est, en contradiction avec sa déclaration contractuelle. Le risque est accru lorsque le créancier de l'obligation d'information est un consommateur ou un contractant non averti. On peut en effet douter que ce dernier ait pris connaissance, ou à tout le moins conscience de la portée, ait pris connaissance, ou à tout le moins conscience de la portée, de la mention, de la reconnaissance, de la bonne réception de tel ou tel document ou information. La Cour de cassation a d'ailleurs récemment manifesté son hostilité envers ces stipulations. Dans un arrêt en date du 21 novembre 2020, elle a en effet jugé que l'insertion d'une clause hostile, au terme de laquelle l'emprunteur reconnaît avoir été informé de l'existence de son droit de rétractation et avoir reçu un bordereau de rétractation, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation d'information. Donc la clause est inefficace, ou en tout cas ne constitue pas une présomption de vérité. L'arrêt est certes rendu dans un domaine particulier, celui du droit à la consommation, plus particulièrement du crédit à la consommation, dont on sait qu'une partie de la réglementation est issue d'une directive européenne. Dans sa décision, la Cour de cassation fait d'ailleurs expressément référence à un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne qui a condamné ces clauses hostiles insérées dans les contrats de prêt. La solution pourrait pour autant être étendue à d'autres hypothèses, notamment lorsque le créancier de l'obligation d'information est un profane. Dans un autre domaine, la Cour de cassation estime d'ailleurs, de même, que la clause par laquelle le client reconnaît avoir été parfaitement informé par le notaire lorsqu'il s'agit d'une clause hostile rédigée de manière trop générale, que cette clause est insuffisante à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation d'information à la charge du notaire et ainsi à exonérer ce dernier de toute responsabilité. En tout état de cause, la décision précitée de novembre 2020 illustre la tendance à l'inapplication de ces clauses de style qui constatent un fait dont rien n'atteste qu'il ait vraiment eu lieu. Est-ce à dire qu'une telle clause est dépourvue de valeur juridique ? Je ne pense pas. La Cour de cassation estime qu'elle doit d'ailleurs être considérée non pas comme une présomption renversant la charge de la preuve, mais comme un indice qu'il incombe au débiteur de l'obligation d'information de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. On le voit, l'appréhension de la clause hostile n'est pas simple. Ayant en principe force obligatoire, elle demeure toutefois suspecte, ce qui dans certains cas conduit à son éviction. Son usage n'est ainsi pas sans risque, dans la mesure où, à défaut de preuve, les parties peuvent se voir imposer une clause qu'elles n'ont pas véritablement voulu. Alors, pour terminer mon intervention, je souhaiterais évoquer une décision qui illustre ce danger. Dans un arrêt en date du 5 décembre 2019, il était question de la valeur juridique d'une stipulation qui reprenait la lettre de l'article 271-1 du Code de la construction et d'habitation, texte qui confère, on le sait, un droit de rétractation à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation. La stipulation prévoyait notamment, je cite, que conformément aux dispositions de ce texte, l'acquéreur non professionnel de l'immobilier pourra se rétracter à son seul gré. C'est un extrait. Le problème était qu'en l'espèce, l'acquéreur, qui était considéré comme un professionnel de l'immobilier, ne bénéficiait pas du droit légal de rétractation. Après avoir jugé que les parties peuvent conférer contractuellement à un acquéreur professionnel la faculté de rétractation prévue par l'article L 271-1 du Code de la construction et d'habitation, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir donné un tel sens à la clause litigieuse, au motif notamment que les vendeurs avaient sciemment accepté la clause négociée et qu'il n'a pas été démontré qu'il s'agissait d'une clause hostile. Plusieurs éléments que je n'ai pas ici le temps de développer laissent pourtant supposer à la lecture de l'arrêt qu'il s'agissait bien d'une clause hostile, qui, peut-être insérée par inadvertance, ne semblait pas traduire la réelle intention des vendeurs.
Alors, le rédacteur doit-il pour autant éviter d'utiliser des clauses de style? Nous ne le pensons pas. Le pourrait-il d'ailleurs? Il doit toutefois être vigilant lors de leur utilisation et s'assurer que celle-ci reflète bien la volonté des parties ou la réalité qu'elle vise à constater. Je vous remercie de votre attention.